Ils m'ont traité de marchandise endommagée, jusqu'à ce que la sœur du marié se lève et dise à tout le monde ce que j'ai fait pour elle. Je me tenais devant le miroir, ajustant une robe que j'avais achetée spécifiquement pour ne pas paraître brisée. 3 ans depuis le divorce. 3 ans depuis la fausse couche que personne n'avait reconnue. 3 ans de séances de thérapie où j'avais appris à parler de ma douleur sans sourciller. Maintenant, l'invitation au mariage de ma cousine se moquait de moi depuis la commode, leur inclusion réticente de la honte de la famille. Ils s'attendaient à ce que je décline ou, pire, que je me présente comme la personne qu'ils croyaient que j'étais, abîmée, instable, un rappel ambulant de tout ce qui pouvait mal tourner dans la vie d'une femme. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était Lily, la fille silencieuse qui me voyait quand tout le monde détournait le regard. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils s'affairaient à m'effacer, je la sauvais, et elle s'apprêtait à réécrire mon histoire devant tous ceux qui avaient essayé de m'oublier. Juste avant de reprendre, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. L'enveloppe de couleur crème est restée sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours avant que je trouve le courage de l'ouvrir. Je savais ce que c'était grâce à la calligraphie élégante qui éplait, Anna Wilson, en lettres tourbillonnantes. Ma cousine Lisa avait toujours eu une écriture parfaite. Vous êtes cordialement invité à célébrer le mariage de Lisa Marie Evans et James Alexander Thompson. Mes doigts tremblaient tandis que je traçais les lettres en relief. 3 ans. Cela faisait 3 ans que je n'avais pas vu la plupart de ma famille, 3 ans que les chuchotements avaient commencé, 3 ans que j'étais devenu l'exemple à ne pas suivre lors des dîners de fête. J'ai posé l'invitation et je me suis dirigé vers la fenêtre de mon modeste appartement d'une chambre. Dehors, la pluie d'avril emportait les derniers vestiges de l'hiver, promettant de nouveaux départs que je n'étais pas sûr de mériter. Mon téléphone a vibré, un texto de ma mère. « As-tu reçu l'invitation de Lisa ?» Elle n'était pas sûre de l'envoyer, mais je l'ai convaincue. La famille, c'est la famille. Je pouvais lire entre les lignes, je l'ai convaincue de t'inviter malgré tout. Tu devrais être reconnaissante. Le problème avec la honte, c'est qu'elle devient une seconde peau. On la porte même quand on est seul, sentant le poids du jugement de personnes qui ne sont même pas dans la pièce. Pendant 3 ans, je m'étais débarrassé de cette peau, centimètre par centimètre douloureux, lors de séances de thérapie et dans des pages de journal écrites à minuit. Maintenant, le mariage de Lisa menaçait de m'en envelopper à nouveau. « Allez-vous y aller ?» m'a demandé la docteure Matthews lors de notre séance suivante, sa voix soigneusement neutre comme toujours. Je tripotais le mouchoir dans mes mains, le déchiquetant lentement. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'entrer droit dans la fosse aux lions. Et que signifierait pour vous le fait d'y aller? J'ai fait une pause, réfléchissant. Que je ne suis pas brisé. Que je ne me cache plus. Qu'ils n'ont pas le droit de décider de ma valeur. Les réponses sont sorties sous forme de questions parce que je n'étais pas encore sûr d'y croire. La docteure Matthews a hoché la tête. Et que signifierait le fait de ne pas y aller? Cette question était plus facile. Qu'ils gagnent. Que j'ai toujours honte. Que je ne suis pas assez forte pour les affronter. Il n'y a pas de bonne réponse, Anna, a-t-elle dit doucement. Juste celle qui vous semble juste à vous. 2 semaines plus tard, j'ai répondu oui à un petit acte de défi contre la montagne de jugement que je savais m'attendre. Ça n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, j'avais tout ce que ma famille considérait comme une réussite, un mari qui rendait bien sur les photos de cartes de Noël, un poste de direction qui rapportait un salaire à 6 chiffres, et une maison spacieuse en banlieue avec une chambre d'enfant vide que nous étions impatients de remplir. J'étais l'enfant en or, celle qui faisait tout bien, jusqu'au jour où je suis rentré tôt avec du champagne pour célébrer une promotion et que j'ai trouvé Tim dans notre lit avec ma meilleure amie, Sarah. Jusqu'à la dispute hurlante qui a suivi et qui m'a envoyé aux urgences, en sang et seul. Jusqu'à ce que la voix douce du médecin confirme ce que je savais déjà, il n'y aurait pas de bébé, pas cette fois. L'infertilité avait déjà tendu le tissu de notre mariage. La trahison de Tim et la fausse couche l'ont déchiré au-delà de toute réparation. Les papiers du divorce sont arrivés avec un mot, je ne peux plus faire ça. J'ai besoin de quelqu'un d'entier. Entier. Comme si j'étais maintenant incomplète, comme si des parties de moi avaient été découpées, laissant derrière quelque chose de moins qu'humain. L'effondrement qui a suivi a été spectaculaire et public, un congé forcé de mon prestigieux cabinet d'avocat, une hospitalisation psychiatrique que ma famille n'évoquait qu'à voix basse, des somnifères et du vin, une nuit de désespoir qui m'a de nouveau conduite à l'hôpital. Le temps que je sorte de l'obscurité, Tim s'était remarié,
Mon poste au cabinet avait été pourvu, et ma famille avait appris à célébrer les fêtes sans moi. 3 ans à me reconstruire sur les ruines, et maintenant l'invitation au mariage de Lisa était posée sur mon tableau de bord alors que je conduisais les 4 heures jusqu'à ma ville natale, un nœud d'anxiété se resserrant dans ma poitrine à chaque kilomètre. À 80 km de la ville, ma respiration a commencé à devenir courte et haletante. La route est devenue floue. Je me suis arrêté sur une aire de repos, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine couper le contact. Respire, Anna. Inspire sur 4 temps, retiens sur 7, expire sur 8. J'ai cherché mon téléphone et j'ai vu un message vocal de la Dr Matthews. Elle avait dû sentir que j'en aurais besoin aujourd'hui. Anna, je pense à vous ce week-end. Souvenez-vous de ce que nous avons pratiqué. Vous n'êtes pas défini par les récits que les autres font de vous. Votre valeur n'est pas déterminée par leur compréhension de votre parcours. Occupez l'espace. Vous y avez votre place autant que n'importe qui d'autre. Appelez-moi si vous en avez besoin. Je l'ai écouté 3 fois, respirant au rythme de sa voix calme jusqu'à ce que la tension dans ma poitrine se relâche. De retour sur la route, j'ai répété mes sourires dans le rétroviseur et pratiqué les phrases sur lesquelles la Dr Matthews et moi avions travaillé. Oui, je vais très bien, merci de demander. Mon nouveau poste au centre de plaidoyer est si épanouissant. Non, je ne vois personne en ce moment. Je me concentre sur moi-même. Des phrases conçues pour détourner la pitié et projeter la stabilité, une armure contre les regards de côté et les conversations chuchotées qui commenceraient dès l'instant où j'entrerais. L'hôtel qui accueillait le dîner de répétition brillait de marbre poli et de lustre en cristal, parfait, comme Lisa l'avait toujours été. J'ai lissé ma robe bleu marine, conservatrice mais flatteuse, et j'ai traversé le hall, le menton haut, comme la Dr Matthews me l'avait appris. Anna. Oh mon Dieu, tu es vraiment venue. La voix de ma tante Carole a traversé la réception, alertant tout le monde de mon arrivée. Son étreinte était raide, performative. Tu as l'air en bonne santé, dit-elle, ses yeux me scrutant à la recherche de signes d'instabilité. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Je ne manquerai le grand jour de Lisa pour rien au monde, dis-je, le sourire pratiqué fermement en place. Eh bien, c'est courageux de ta part de venir, considérant tout. Elle baissa la voix sur le dernier mot, comme si mon passé était contagieux. Le dîner de répétition était un champ de mine de telles rencontres, des cousins qui m'ont étreinte trop brièvement, des oncles qui ne pouvaient pas tout à fait croiser mon regard, de vieux amis de la famille qui semblaient surpris que je puisse tenir une conversation normale. Anna. Lisa m'a salué d'une bise aérienne quand j'ai finalement atteint la table des mariés, ma cousine autrefois proche maintenant une étrangère en vêtements de créateur. Merci d'être venue de si loin. Je sais que ça doit être difficile pour toi d'être entouré de couples heureux. La pique était subtile mais acérée. Je l'ai avalée avec mon champagne. Tu es magnifique, Lisa. Je suis si heureuse pour toi et James. Elle a souri sèchement. Nous t'avons placé avec la famille Thompson. J'ai pensé que ce serait peut-être plus facile, puisqu'ils ne savent pas, tu sais. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils n'ont pas entendu les rumeurs. Ils ne surveilleront pas les signes de ta fragilité. C'est attentionné. Merci, ai-je menti, la laissant croire qu'elle m'avait fait une faveur en me séparant de ma propre famille. La table des Thompson n'était pas un sanctuaire. J'étais assise entre le colocataire de James à l'université et une demoiselle d'honneur dont j'ai immédiatement oublié le nom. La conversation coulait autour de moi comme si j'étais un rocher dans un ruisseau. Alors, tu es la cousine de Lisa, a demandé la demoiselle d'honneur, sa voix teintée de curiosité. Je suis surprise que nous ne nous soyons pas rencontrés avant. Je connais Lisa depuis des années. J'étais parti, ai-je dit simplement. Oh, c'est vrai. Lisa a mentionné quelque chose à ce sujet. Ses yeux brillaient de l'excitation d'un potentiel ragot. Tu étais marié avant, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, une autre demoiselle d'honneur s'est penchée par-dessus la table. Mon Dieu, les premiers mariages ne durent plus de nos jours. C'est comme des entraînements pour le vrai. Des rires ont parcouru la table. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre d'eau. Je veux dire, regardez le frère de James, a-t-elle continué, inconsciente de mon malaise. Sa première femme était un désastre complet. Maintenant, il est avec quelqu'un de parfait pour lui. Parfois, il faut passer par la mauvaise personne pour trouver la bonne. Anna était mariée à un avocat, n'est-ce pas? Ma tante Carole était apparue derrière moi, un verre de vin à la main.
Quel dommage la façon dont ça s'est terminé. Mais c'est ce qui arrive quand on se précipite. Je ne m'étais pas précipité. Tim et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Nous avions planifié notre vie ensemble avec soin, mais ce n'était pas le récit qu'ils avaient créé. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour le mariage, a ajouté une autre tante. Ou la maternité. Aucun homme ne veut d'une femme avec des casseroles. Ou des utérus avec du kilométrage, si vous voyez ce que je veux dire. Le commentaire m'a transpercé comme une lame, ma fausse couche, mon agonie privée, réduite à une blague crue. Je me suis senti me déconnecter, un mécanisme de défense que j'avais travaillé si dur à surmonter en thérapie. Reste présente, Anna. Ne te replie pas. Mais la pièce tournait légèrement, les voix devenant lointaines alors que je luttais pour garder mon calme. Si vous voulez bien m'excuser, murmurai-je en repoussant ma chaise. J'ai besoin d'air. Personne n'a essayé de m'arrêter. J'étais presque à la porte quand une voix calme a percé le brouhaha de la conversation. En fait, vous devriez savoir ça. Je me suis retourné pour voir une jeune femme se lever en tremblant, ses mains agrippant le bord de la table, Lily Thompson, la sœur cadette de James, 19 ans, douloureusement timide, avec des cheveux sombres qui tombaient sur son visage comme un bouclier. Je ne l'avais rencontrée que brièvement lors des présentations. La pièce est tombée dans le silence. Le silence qui s'est abattu sur le dîner de répétition fut immédiat et lourd. Toutes les têtes se sont tournées vers Lily, dont le visage était devenu pâle à l'exception de 2 taches de couleur vive sur ses pommettes. Je me suis figé à mi-chemin de la sortie, prise sous les feux des projecteurs à ses côtés. « Lily, ma chérie, qu'est-ce que tu fais ?» a chuchoté la mère de James, essayant de tirer sa fille pour la rasseoir. Lily s'est doucement dégagée et a pris une profonde inspiration. Vous parlez tous d'Anna comme si elle était une sorte d'échec, mais aucun d'entre vous ne sait ce qu'elle a fait pour moi. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Lily et moi n'avions jamais parlé du temps que nous avions passé ensemble. C'était un accord tacite entre nous, un sanctuaire secret que nous avions construit puis laissé derrière nous. Il y a 2 ans, a poursuivi Lily, sa voix gagnant en force malgré le tremblement dans ses mains, j'ai été hospitalisé après avoir essayé de me suicider. Des halètements ont parcouru la pièce. Les parents de James semblaient mortifiés, comme si Lily s'était déshabillée au lieu de simplement dire la vérité. Nous avions convenu de ne pas discuter de cela, Lily, a dit son père d'une voix sèche. C'est ça le problème, a rétorqué Lily. Personne ne veut parler des choses compliquées. C'est pour ça que je me sentais si seule. Elle s'est tournée pour me regarder directement, ses yeux brillants d'un mélange de gratitude et de détermination. Mais Anna m'a parlé. Anna est venue me voir quand personne d'autre ne le faisait. Les souvenirs ont afflué, les couloirs stériles du centre psychiatrique, le grincement de mes bottes sur le linoléum, l'adolescente aux yeux creux recroquevillée sur une chaise en plastique, les bras bandés, l'esprit presque éteint. J'étais à Pine Grove pendant 8 semaines, a dit Lily en s'adressant à la salle stupéfaite. Mes parents venaient le dimanche pendant 1 heure. Mon frère était à l'université. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, juste l'énoncé d'un fait. Anna conduisait 2 heures chaque mercredi et samedi pour s'asseoir avec moi. Elle m'apportait des livres sur l'art et la photographie. Elle m'apportait en cachette du café décent et du chocolat. Je me souvenais vivement de ces jours. Je tenais à peine le coup, travaillant dans un nouveau poste dans une petite clinique d'aide juridique après des mois de chômage, vivant dans un studio que je pouvais à peine me permettre. Mais quelque chose dans la souffrance silencieuse de Lily m'avait interpellé. En elle, je me voyais le moi que tout le monde avait abandonné. Nous nous sommes rencontrés en thérapie de groupe, a expliqué Lily, regardant autour de la table. Anna était en ambulatoire à ce moment-là. J'étais hospitalisé. Elle n'était pas obligée de continuer à venir après avoir terminé son programme, mais elle l'a fait. Pour moi. Lisa, la mariée, s'est agitée inconfortablement sur son siège, me lançant des regards assassins. Cela ne figurait pas dans le script de son week-end de mariage, la cousine abîmée et la belle-sœur suicidaire volant la vedette à son moment parfait. Quand je ne pouvais pas écrire dans mon journal parce que les mots ne venaient pas, Anna s'asseyait avec moi pendant des heures, a poursuivi Lily. Quand je ne pouvais pas manger, elle sortait ses blagues de père stupide jusqu'à ce que je souris assez pour essayer. Quand mon professeur d'art à l'école m'a dit de ne pas m'embêter à postuler à des programmes d'art parce que j'avais manqué trop de cours, Anna m'a aidé à constituer un portfolio et m'a écrit une lettre de recommandation. Je me suis souvenu de la nuit où Lily m'a montré ses croquis sombres au début, pleins de coins ombragés et d'arêtes vives,
puis s'éclaircissant progressivement, les couleurs revenant à mesure que l'espoir revenait. Je me suis souvenu d'être resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour l'aider à photographier son travail, écrivant et réécrivant cette lettre de recommandation jusqu'à ce qu'elle chante toute la promesse que je voyais en elle. J'ai été accepté à la Rhode Island School of Design grâce à Anna, a dit Lily, sa voix se brisant légèrement. Je suis là-bas maintenant parce qu'elle m'a fait croire que je pouvais l'être. La pièce était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres d'eau. James, le marié, semblait partager entre la fierté pour le courage de sa sœur et l'inquiétude que le week-end de mariage ne déraille. C'est merveilleux, ma chérie, a finalement dit la mère de James, ses bonnes manières reprenant le dessus. Mais peut-être que ce n'est pas le bon moment pour... C'est exactement le bon moment, a interrompu Lily, avec une volonté de faire dans la voix que je ne lui avais jamais entendue. Parce que vous êtes tous assis ici à juger Anna alors que vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a traversé ou de qui elle est vraiment. Lily, a dit doucement James, se levant pour mettre son bras autour de sa sœur. Nous apprécions tous la gentillesse d'Anna envers toi, mais peut-être devrions-nous reprendre la célébration. Elle ne m'a pas seulement sauvé, a dit Lily, se dégageant de la tentative de son frère de la faire taire. Elle m'a fait croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et je ne resterai pas assise ici à écouter les gens parler d'elle comme si elle était de la marchandise endommagée alors qu'elle est la personne la plus forte que je connaisse. Ma tante Carole a marmonné, ce n'est guère le moment ni le lieu pour de telles révélations personnelles, assez fort pour que tout le monde l'entende. La tension dans la pièce était insupportable. Je pouvais sentir la fureur de Lisa rayonner à travers l'espace qui nous séparait. Le dîner de répétition parfait s'effondrait, et d'une manière ou d'une autre, ce serait ma faute. C'était toujours ma faute. Je devrais y aller, dis-je doucement, retrouvant enfin ma voix. Lily, merci, mais... N'ose pas partir, a dit Lily en s'avançant vers moi. Ne les laisse pas te faire fuir à nouveau. Mais je me dirigeais déjà vers la porte, ayant besoin d'air, d'espace, besoin d'échapper au poids de tous ces yeux qui me fixaient. Cette fois, j'ai réussi à sortir dans l'air frais du soir, l'avalant comme si j'avais été sous l'eau trop longtemps. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi et je me suis retourné pour voir Lily me suivre, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé, a-t-elle dit immédiatement. Je ne voulais pas faire de scène. Je ne pouvais tout simplement pas supporter la façon dont il parlait de toi. Tu n'as rien à te reprocher, lui ai-je dit, tendant la main pour lui serrer la sienne. Mais tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, j'étais obligé, a-t-elle insisté. Ils devraient savoir. Ils devraient tous savoir que pendant qu'ils bavardaient et jugeaient, tu me sauvais la vie. Nous sommes restés en silence un moment, les bruits de la fête étouffés derrière nous. Tu veux qu'on parte d'ici, ai-je finalement demandé. Prendre un verre dans un endroit calme. Lily a hoché la tête avec reconnaissance. Plus que tout. Nous nous sommes retrouvés dans le coin d'un bar à vin faiblement éclairé à 3 rues de l'hôtel, le genre d'endroit que les touristes ne trouvaient jamais, avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs. J'ai commandé une bouteille de rouge, et nous nous sommes installés sur un canapé en cuir usé près du fond. Je n'ai jamais parlé à personne de tes visites, a dit Lily après sa première gorgée. J'avais peur qu'il t'empêche de venir. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'ils pensaient tous que tu étais folle, a-t-elle dit sans détour. C'est comme ça que ma mère t'appelait la cousine folle de Lisa. Elle disait que ta dépression était due au fait que tu ne pouvais pas gérer la vraie vie. J'ai grimacé mais j'ai apprécié son honnêteté. Et qu'est-ce que tu en pensais? Je pensais que tu étais la seule personne qui ne me regardait pas comme si j'étais brisé. La seule qui ne me traitait pas comme si j'étais en verre. Peut-être que c'était parce que je savais ce que ça faisait d'être traité de cette façon. D'entendre les gens parler autour de soi au lieu de parler à soi. D'être défini par son pire moment. Je peux te demander quelque chose, a dit Lily en glissant ses cheveux derrière son oreille. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je veux dire, je connais les bases de ce que tu as partagé en groupe, mais... Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. Pas, est-ce que ça va mieux maintenant, ou, as-tu tourné la page, mais simplement, qu'est-ce qui s'est passé? L'invitation à raconter ma propre histoire, pas la version qui avait été conçue pour moi. J'ai pris une longue gorgée de vin et j'ai commencé. Ce n'était pas une seule grande chose, ai-je dit à Lily, en faisant tourner le vin dans mon verre. C'était une série de petites fractures jusqu'à ce que tout finisse par voler en éclats. Le bar à vin était devenu plus calme à mesure que la soirée s'étirait. Un serveur a allumé une bougie sur notre table,
projetant des ombres douces sur le visage attentif de Lily. Tim et moi essayions d'avoir un bébé depuis près de 2 ans, ai-je continué. Mois après mois de déception. Des tests, des spécialistes, encore des tests. Les mots infertilité inexpliquée qui planaient au-dessus de nous comme une malédiction. Je pouvais tout voir si clairement, le calendrier marqué des jours d'ovulation, les flacons de médicaments alignés sur le comptoir de la salle de bain, l'optimisme forcé qui devenait plus fragile chaque mois qui passait. Nous avons commencé à nous disputer sur tout l'argent, les heures de travail, quelle famille visiter pour les vacances. Mais en dessous, il s'agissait toujours du bébé que nous ne pouvions pas avoir, de la famille que nous ne pouvions pas créer. Lily a hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Contrairement aux regards apitoyés auxquels j'étais habitué, son regard ne contenait que de la compréhension. J'ai été promu au cabinet d'avocat ce printemps-là à voix de l'association, bureau d'angle, tout le rêve. J'ai quitté le travail plus tôt pour fêter ça, j'ai acheté une bouteille de champagne chère. Ma gorge s'est nouée au souvenir. Quand je suis rentré à la maison, j'ai entendu des bruits à l'étage. J'ai pensé que Tim était aussi rentré plus tôt. J'ai pris une autre gorgée de vin, sentant la brûlure familière de l'humiliation même après tout ce temps. Sarah était ma meilleure amie depuis l'université. Demoiselle d'honneur à notre mariage. La personne que j'appelais quand les tests de grossesse étaient négatifs, mois après mois. Et elle était là, dans mon lit, avec mon mari. Oh, Anna, a chuchoté Lily. Le pire n'était même pas de les surprendre. C'était ce qui est venu après, j'ai posé mon verre, mes mains soudainement instables. Tim a dit que ça durait depuis des mois, que Sarah le comprenait d'une manière que je ne comprenais pas, que mon obsession de tomber enceinte l'avait éloignée. La dispute qui a suivi a été apocalyptique, des cris, des accusations, des années de frustration qui explosaient dans notre chambre soigneusement décorée. Tim est parti avec Sarah. Je suis resté, détruisant les photos de mariage et sanglotant jusqu'à en avoir la gorge à vif. Cette nuit-là, j'ai commencé à saigner. Des crampes si fortes que je ne pouvais pas me tenir debout. Quand je suis finalement arrivé aux urgences, ils m'ont dit que j'avais été enceinte d'environ 6 semaines. Et que maintenant, je ne l'étais plus. Je n'avais jamais raconté cette partie à personne. Même la docteure Matthews ne connaissait pas toute l'histoire. J'ai perdu un bébé dont je ne savais même pas que je le portais. Et j'étais complètement seul quand c'est arrivé, recroquevillé sur le sol de ma salle de bain pendant que mon mari était avec ma meilleure amie. Lily a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Sa paume était chaude contre la mienne. Le divorce a été laid. L'avocat de Tim m'a dépeinte comme étant émotionnellement instable, obsédée par la maternité au point d'être irrationnelle. Sarah m'a contacté une fois pour s'excuser, a-t-elle dit, mais en réalité pour me dire qu'ils emménageaient ensemble, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, j'ai ri sans humour. J'ai arrêté de dormir, arrêté de manger, commencé à faire des erreurs au travail. Le cabinet m'a accordé un congé sabbatique dont nous savions tous que c'était en réalité un avertissement. Quand je suis revenu, tous mes principaux clients avaient été réaffectés. La spirale a continué, des somnifères prescrits qui ne fonctionnaient pas, du vin qui fonctionnait mais qui apportait ses propres problèmes, des tentatives de plus en plus désespérées pour anesthésier la douleur. La nuit où j'ai pris trop de pilules avec trop d'alcool n'était pas exactement une tentative de suicide, mais ce n'était pas non plus exactement un accident. Ma mère m'a trouvé. Elle était venue après que j'ai manqué un dîner de famille. Elle ne me l'a jamais laissé oublier non plus comment j'avais embarrassé la famille, comment j'avais toujours été trop sensible. Quand je suis sorti de l'hôpital, elle m'a regardé et a dit, « Tu es de la marchandise endommagée maintenant, Anna. Aucun homme ne voudra de toi après ça. » La prise de Lily sur ma main s'est resserrée. C'est horrible. C'est la famille, dis-je avec un haussement d'épaule qui ne cachait pas tout à fait la blessure. Après ça, les invitations ont cessé d'arriver. Les vacances, les anniversaires, les baby showers, soudain, j'avais des conflits d'horaires où les événements se faisaient dans petits comités cette année. J'ai été discrètement effacé. Et c'est là que tu as commencé à venir à Pine Grove, a demandé Lily. J'ai hoché la tête. Programme ambulatoire, 3 jours par semaine. C'est là que je t'ai rencontré. Lily était la fille fantôme, comme il l'appelait. Parlait à peine, mangeait à peine, s'asseyait avec son carnet de croquis mais ne dessinait jamais. Elle sursautait quand les gens s'approchaient trop près, ses poignets toujours couverts de manches longues malgré la chaleur de l'été. Je me souviens de la première fois que tu m'as parlé, dit doucement Lily. Tout le monde faisait ce truc de gaieté forcée.
Ça va aller mieux. Pense positif. Toi, tu t'es juste assise à côté de moi et tu as dit, ce café est horrible. On se plaint ensemble? J'ai souri au souvenir. Le café était vraiment affreux. Tu n'as pas essayé de me réparer. Tu as juste continué à venir, les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Même après avoir terminé ton programme, tu as continué à revenir. Tu m'apportais du vrai café, des barres chocolatées et ces petites boîtes d'aquarelle. Tu as recommencé à peindre, me suis-je souvenu. De petites touches de couleur au début, puis ces incroyables pièces abstraites. Et tu as commencé à écrire dans ce journal, a ajouté Lily. Tu as dit que c'était la première fois que tu écrivais autre chose que des mémoires juridiques depuis des années. Nous nous étions donné de petits objectifs chaque semaine, de minuscules pas vers notre reconquête, manger un repas complet, faire une promenade dehors, appeler quelqu'un qui te manque, créer quelque chose, n'importe quoi, même si c'est terrible. Ma mère est venue me voir à l'hôpital une fois, a dit Lily, sa voix se durcissant. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était déçue, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça à la famille. Comme si ma douleur était un inconvénient. Ma mère a dit les mêmes choses, lui ai-je dit. Que je n'étais de toute façon pas assez saine d'esprit pour élever des enfants, que je devrais être reconnaissante que Tim soit parti avant que nous ayons des enfants, qu'aucun homme décent ne voudrait de moi maintenant. C'est drôle comme ils utilisent les mêmes scripts, n'est-ce pas, a dit Lily avec un rire amer. Différentes familles, même toxicité. J'ai tout perdu, ai-je avoué. Mon mariage, ma trajectoire de carrière, ma maison, mes amis. Sarah les a eus dans le divorce aussi, apparemment. Ils ont tous choisi leur camp. Pas tout, a corrigé Lily. Tu ne t'es pas perdu toi-même. Pas complètement. Tu as retrouvé ton chemin. L'avais-je fait? Certains jours, je n'étais pas sûr. La femme que j'étais autrefois me semblait être un personnage dans un livre que j'avais lu il y a longtemps, ambitieuse, confiante, certaine de sa place dans le monde. La femme que j'étais maintenant se sentait provisoire, assemblant encore ses morceaux. Je n'ai jamais parlé à personne de tes visites, a répété Lily. Pas même à James. J'avais peur, je ne sais pas, qu'ils y voient une preuve de plus que tu étais instable, traînant dans un établissement psychiatrique même après ta sortie. Merci d'avoir dit quelque chose ce soir, lui ai-je dit. Pas pour moi, mais pour toi-même. Cela a demandé un courage incroyable. Lily a secoué la tête. Tu ne m'as pas seulement aidé, Anna. Tu m'as montré à quoi ressemble la force chez quelqu'un qui a traversé l'enfer. Tout le monde pense que la force, c'est de ne jamais se briser, mais la vraie force, c'est de continuer après avoir été brisé. Les larmes sont venues alors, silencieuses et inattendues, non pas de douleur ou de honte, mais du soulagement simple et écrasant d'être vu, que quelqu'un reconnaisse enfin la bataille que je menais seul depuis si longtemps. Je suis fier de toi, ai-je murmuré en lui serrant la main. Regarde-toi maintenant. L'école d'art, tenant tête à ta famille, tu as fait ça. Parce que tu m'as montré que c'était possible, a insisté Lily. Quand tout le monde me traitait comme si j'étais fragile ou abîmé, tu m'as traité comme si je valais la peine qu'on se batte pour moi. Tu n'as jamais renoncé à moi. Nous sommes restés assises dans un silence confortable pendant un moment, le poids de la compréhension partagée entre nous. Ils vont être furieux demain, ai-je dit finalement. Lisa est probablement en train de réécrire le plan de table pour me mettre sur le parking. Lily a ri. Laisse-les être en colère. La vérité est plus importante que de sauver les apparences. Une chaleur étrange a fleuri dans ma poitrine. Pendant 3 ans, j'avais porté seul le poids du jugement de ma famille. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'avais une alliée inattendue. Pas n'importe quelle alliée, une jeune femme féroce et courageuse qui avait affronté ses propres démons et en était sortie plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé. Le sourire de Lily est devenu espiègle. Maintenant, on retourne à l'hôtel, on dort un peu, et on se prépare pour demain. Parce que j'ai le sentiment que la réception de mariage va être intéressante. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'invitation de Lisa, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Non pas parce que quelque chose avait changé et le jugement serait toujours là, les chuchotements continueraient, mais parce que je n'y faisais plus face seul. À la survie des réunions de famille, dis-je en levant mon verre. À la marchandise endommagée, a rétorqué Lily avec une étincelle dans l'œil. Nous avons trinqué, 2 femmes réécrivant les histoires que d'autres avaient écrites pour nous, un mot véridique à la fois.
La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel alors que je fixais le plafond, me préparant mentalement pour la journée à venir. Le sommeil était venu par intermittence, mon esprit rejoint les mots de Lily du dîner de répétition, les visages choqués, les silences inconfortables, la fureur à peine contenue qui émanait de Lisa. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère, il faut que l'on parle avant la cérémonie. Chambre 312. Le message ne portait aucune chaleur, juste l'ordre sec auquel je m'étais habitué. J'ai pris une douche rapide, enfilé des vêtements décontractés et me suis dirigé vers le restaurant de l'hôtel, reportant la confrontation inévitable. Le café d'abord, le courage ensuite. Le restaurant bourdonnait d'invités du mariage, les conversations se transformant en chuchotements à mon entrée. Les nouvelles voyageaient vite dans ces cercles. J'ai pris un café à emporter et j'étais presque aux ascenseurs quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Anna, attends. James, le marié, a couru vers moi depuis le hall, déjà habillé d'un pantalon kaki et d'une chemise pour les activités du matin. Son visage ne portait aucun des jugements auxquels je m'attendais. « Salut », dit-il, légèrement essoufflé. « Tu as une minute ?» Nous avons trouvé un coin tranquille dans le hall, à l'abri des regards curieux. James tripotait sa montre, une habitude nerveuse que j'avais reconnue lors de nos quelques rencontres précédentes. « À propos d'hier soir », a-t-il commencé. « Je voulais te remercier. Quoi que j'ai pu attendre, ce n'était pas de la gratitude. » Me remercier, ai-je fait l'écho. Pourquoi? Avoir perturbé ton dîner de répétition? Pour ma sœur. Sa voix s'est légèrement brisée. Je n'avais aucune idée de tout ça. Les visites, les candidatures à l'école d'art, tout. J'étais en master quand Lily a été hospitalisée. Mes parents ont minimisé les choses, disant qu'elle traversait une période difficile et qu'elle serait bientôt à la maison. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Ils ne m'ont jamais dit à quel point c'était grave. Les yeux de James se sont fixés sur un point au-delà de mon épaule. Quand elle est rentrée à la maison, tout le monde a fait comme si de rien n'était. L'approche classique de la famille Thompson, ignorer les problèmes jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Lily avait besoin que quelqu'un reconnaisse sa douleur, dis-je doucement, pas qu'on la rejette. Je le sais maintenant. James a passé une main dans ses cheveux. Après le dîner, nous avons parlé pendant des heures. La première fois que nous avons vraiment parlé depuis des années. Elle m'a montré son portfolio d'art, celui que tu l'as aidé à constituer. C'est incroyable. Un petit sourire a traversé mon visage. Elle est incroyablement talentueuse. J'aurais dû être là pour elle, a-t-il dit, le regret creusant des rides autour de ses yeux. Je suis son frère. Tu es là maintenant, ai-je offert. Ça compte pour quelque chose. James a hoché la tête, puis a baissé la voix. Écoute, Lisa est contrariée par hier soir. Elle pense que Lily et toi avez planifié ça pour détourner l'attention d'elle. L'absurdité de l'accusation aurait été risible si elle n'avait pas été si douloureuse. Ce n'est pas le cas. Je sais, a-t-il interrompu. Lily m'a tout dit. Je voulais juste te prévenir que Lisa est sur le sentier de la guerre. Elle parle de te demander de partir. C'est son mariage, dis-je sèchement. Si elle veut que je parte. Non, a dit fermement James. Absolument pas. Je lui ai déjà dit que ça n'arriverait pas. Si tu pars, Lily part. Et si Lily part, je pars. Et il n'y a pas de mariage sans le marié. Il a eu un petit sourire crispé. Lisa finira par comprendre. Elle a juste besoin de temps pour réaliser que ce week-end ne tourne pas entièrement autour d'elle. Quelque chose dans son ton m'a fait me demander si c'était un problème récurrent dans leur relation. Avant que je puisse répondre, l'ascenseur a sonné et ma mère en est sortie. « Te voilà », a-t-elle dit en me repérant immédiatement. « Je t'ai envoyé des textos. » James m'a serré le bras de manière rassurante avant de s'excuser. Alors qu'il s'éloignait, ma mère a froncé les sourcils. « C'était quoi, ça ? » Juste des politesses de jour de mariage, ai-je menti. « Tu voulais parler ?» Elle m'a conduite dans une alcôve isolée, sa désapprobation une force tangible. « À quoi pensais-tu, Anna ? Créer une scène pareille. » Je n'ai rien créé. Lily a parlé d'elle-même. Après que tu l'aies manifestement manipulée pour le faire, a dit froidement ma mère. Cette pauvre fille troublée. Tu as toujours su comment exploiter la faiblesse. L'accusation m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. C'est ce que tu penses de moi ?
Que j'utiliserais les problèmes de santé mentale de quelqu'un pour, quoi? Attirer l'attention? Ce ne serait pas la première fois, a-t-elle marmonné. Ta dépression après le divorce était pratiquement une performance. J'ai reculé, reculant physiquement devant ces mots. Ma dépression? Tu veux dire quand mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie, que j'ai perdu un bébé que je ne savais même pas que je portais, et que j'ai ensuite essayé de me suicider? Ma voix s'était élevée, et un employé de l'hôtel de passage a jeté un regard curieux dans notre direction. Baisse la voix, a sifflé ma mère. C'est exactement de ça que je parle. Toujours si dramatique. Ce n'est pas être dramatique que d'attendre un minimum de compassion de sa propre mère. Son visage s'est durci. Je t'ai sorti de cette baignoire, Anna. J'ai nettoyé tes dégâts. C'est moi qui ai dû dire à la famille pourquoi tu n'étais pas à Noël cette année-là. Et tu me punis pour ça depuis, dis-je doucement. Comme si ma douleur était un inconvénient pour toi. Comme si je t'avais déçu en n'étant pas parfaite. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, pas tout à fait du regret, mais de la reconnaissance. Pendant un bref instant, le masque est tombé. Je ne savais pas comment t'aider, a-t-elle admis. Je ne sais toujours pas, ce n'était pas une excuse, mais c'était la chose la plus proche de l'honnêteté que nous ayons partagée depuis des années. Tu aurais pu essayer de juste m'aimer, dis-je doucement. Même brisé. Elle a redressé les épaules, le masque fermement remis en place. Lisa veut que tu sois à la cérémonie, mais assise au fond. Je l'ai convaincue de te garder à la réception, plan de table comme prévu. Quelle générosité, dis-je sèchement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent, Anna. Elle a vérifié sa montre. Le brunch de la mariée commence dans 20 minutes. Je te suggère de le sauter. Après son départ, je me suis retiré dans ma chambre, m'effondrant sur le lit. La journée s'étendait devant moi, des heures à combler avant la cérémonie de l'après-midi. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un texto à la docteure Matthews, puis j'y ai réfléchi à 2 fois. J'avais besoin de trouver ma propre force aujourd'hui. Un léger coup à ma porte m'a surprise. Quand j'ai ouvert, Lily se tenait là avec 2 tasses de café et un sac en papier. J'ai pensé que tu pourrais avoir faim, a-t-elle dit en se glissant devant moi dans la chambre. Le brunch officiel est un cauchemar de toute façon, que des mini-quiches et des compliments passifs-agressifs. J'ai ri malgré moi. Tu es censé être avec le cortège de la mariée. J'ai été excusée de mes devoirs de demoiselle d'honneur ce matin, dit-elle en roulant des yeux. Quelque chose à propos du besoin de prendre du recul pour me ressaisir avant la cérémonie. Quoi que cela veuille dire. Ça veut dire que Lisa te punit. Ça en valait la peine, a dit fermement Lily, en sortant des croissants au chocolat du sac. De plus, James est de notre côté. Il a dit à Lisa qu'il ne parlait pas à nos parents jusqu'à ce qu'ils s'excusent auprès de moi pour la façon dont ils ont géré tout ça. Nous avons mangé dans un silence confortable, contemplant la journée à venir. J'ai entendu quelque chose d'intéressant dans l'ascenseur, a dit soudainement Lily. 2 des tantes de Lisa, je pense que ce sont aussi tes tantes, bavardaient sur Lisa et James. J'ai haussé un sourcil. Oh. Apparemment, Lily a baissé la voix d'un air de conspiration. James a trompé Lisa il y a environ 1 an avec son assistante de recherche. Lisa lui a pardonné, mais seulement après qu'il lui ait acheté cette énorme bague de fiançailles. L'ironie ne m'a pas échappé. C'est pour ça qu'elle me déteste, dis-je lentement. Je suis un rappel ambulant de ce qui pourrait lui arriver. La femme dont le mari est parti. Le couple parfait n'est pas si parfait après tout, a songé Lily. Personne ne l'est, ai-je répondu. Certaines personnes cachent juste mieux les fissures que d'autres. La cérémonie de mariage s'est déroulée dans un flou de tulle blanc et de musique de quatuor à cordes. Lisa était radieuse, bien sûr. James semblait sincèrement heureux, croisant brièvement mon regard alors qu'il redescendait l'allée avec sa nouvelle femme. J'étais assise au dernier rang, comme demandé, Lily me jetant des regards furtifs depuis sa place dans le cortège nuptial. C'était étrange d'être de retour dans ce monde de serviettes assorties et d'arrangements floraux, de cousins avec qui j'avais grandi mais que je reconnaissais à peine maintenant. Le dernier mariage auquel j'avais assisté avait été le mien, 8 ans plus tôt. J'avais été si certaine alors, si heureusement inconsciente de la rapidité avec laquelle le bonheur pouvait voler en éclats. Le cocktail avant la réception m'a trouvé seul sur la terrasse du lieu, regardant le coucher de soleil jeter une lumière dorée sur les jardins manucurés. Un serveur est passé avec du champagne, et j'ai pris un verre, sirotant lentement. Ça vous dérange si je me joins à vous ?
La voix appartenait à un homme que je reconnaissais vaguement de la cérémonie, l'un des garçons d'honneur de James Grand, avec des cheveux sombres striés d'argent et des yeux bienveillants. C'est un pays libre, dis-je avec un haussement d'épaule, regrettant immédiatement mon attitude distante. Il ne semblait pas découragé. Je suis Jacques, l'oncle de James. Vous devez être Anna. Ma réputation me précède, dis-je sèchement. Seulement parce que Lily n'a pas arrêté de parler de vous. Son sourire était chaleureux, authentique. Elle dit que vous êtes la raison pour laquelle elle est à la risque maintenant, au lieu de, eh bien, quelque part de bien pire. Je me suis agité inconfortablement, peu habitué aux éloges. Elle a fait tout le travail difficile elle-même. Parfois, le travail le plus difficile est de croire que l'on est capable de faire le travail, a dit Jacques pensivement. Du moins, c'est ce que mon thérapeute me dit. Je l'ai regardé avec un nouvel intérêt. Vous suivez une thérapie? Depuis des années et ça continue. Il a levé son verre dans un petit toast. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Après mon divorce. Vous êtes divorcé? 7 ans maintenant. Il a hoché la tête. C'était compliqué. Mon ex-femme a pris la maison, les amis, même le chien. La dépression m'a frappé comme un train de marchandises. Je ne suis pas sorti de mon appartement pendant des semaines. Les parallèles avec ma propre expérience étaient frappants. Comment vous en êtes-vous sorti? Un jour à la fois, a-t-il dit simplement. Et beaucoup d'aide. Médicaments, thérapie, un groupe de soutien pour les hommes divorcés, ce qui semble triste mais a en fait été incroyablement utile. Avant que nous puissions continuer, une agitation à l'intérieur a attiré notre attention. À travers les fenêtres, j'ai pu voir une demoiselle d'honneur, la même qui avait fait le commentaire sur les entraînements au dîner de répétition, apparemment en train de se disputer avec Lily. Excusez-moi, dis-je en posant mon verre et en me dirigeant à l'intérieur. Le temps que je les atteigne, la situation avait dégénéré. La demoiselle d'honneur, Megan, me suis souvenu, avait le visage rouge de colère ou d'alcool, ou les deux. Tu as tout gâché hier soir, disait-elle, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Lisa a pleuré pendant des heures la veille de son mariage. Lily a tenu bon, la mâchoire serrée. J'ai dit la vérité. Je ne le regrette pas. Tu n'es qu'une petite reine du drame qui cherche l'attention. Megan a légèrement bredouillé. Et toi? Elle s'est tournée vers moi alors que j'approchais. Tu as manipulé cette pauvre gamine, lui remplissant la tête de je ne sais quoi. Ce dont elle comptait m'accuser s'est perdu alors qu'elle trébuchait légèrement, le contenu de sa flûte de champagne se déversant sur ma robe. Le liquide froid a imbibé le tissu, mais ce sont ces mots chuchotés alors qu'elle se stabilisait contre moi qui m'ont vraiment glacé. Les personnes qui cherchent l'attention ne changent jamais, a-t-elle sifflé. Lisa m'a tout raconté sur ton petit coup du suicide. J'ai reculé, physiquement et émotionnellement trempé. L'ancienne Anna se serait enfuie dans l'humiliation. La nouvelle Anna a pris une profonde inspiration. Tu es ivre, Megan, dis-je d'un ton égal. Et tu fais une scène au mariage de ton ami. Peut-être que tu devrais faire une pause avec le champagne. Elle m'a regardé, bouche bée, s'attendant clairement à une réaction plus dramatique. Avec autant de dignité que je pouvais en rassembler avec une robe mouillée, je me suis tourné vers Lily. Je vais me changer. Garde-moi une danse pour plus tard. Lily a hoché la tête, les yeux écarquillés d'admiration. Alors que je me dirigeais vers la sortie, mon téléphone a vibré avec un texto d'elle, ne quitte pas la réception tôt, s'il te plaît. J'ai quelque chose de prévu. J'ai hésité, partagé entre l'instinct de survie et la curiosité. Un autre texto a suivi, James Med. Fais-moi confiance. Malgré mon bon sens, j'ai répondu, d'accord, mais si ça tourne mal. Sa réponse a été immédiate, ça ne tournera pas mal. Promis. Dans ma chambre, en enfilant ma robe de rechange, une simple robe noire que j'avais emballée au cas où, je me demandais ce que Lily pouvait bien préparer. Quoi que ce fût, ça ne rendrait pas Lisa plus heureuse avec l'une ou l'autre d'entre nous. En retournant à la réception, j'ai failli percuter un homme assis seul dans le couloir, la tête dans les mains. Désolé, ai-je murmuré en le contournant. Annie? Je me suis figé à ce surnom d'enfance. Une seule personne m'avait jamais appelé ainsi. Papa? Mon père avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, sa silhouette autrefois imposante semblant quelque peu diminuée. Il a tapoté le banc à côté de lui, et après un moment d'hésitation, je me suis assise.
Tu ressembles à ta mère dans cette robe, a-t-il dit doucement. Elle portait du noir aux funérailles de mon père. Elle a toujours été saisissante dans les couleurs sombres. L'observation était si inattendue, si normale, que je ne savais pas comment répondre. Je suis désolé de ne pas avoir appelé, a-t-il dit après un long silence. Je n'arrêtais pas de vouloir le faire, mais... Mais quoi? Je ne savais pas quoi dire. Ses mains se tordaient sur ses genoux, ma propre habitude nerveuse héritée de lui. Quand tu étais à l'hôpital, je ne pouvais pas supporter de te voir comme ça. Ça me rappelait trop moi-même. Je me suis tourné pour lui faire face. Que veux-tu dire? Il a soupiré lourdement. La dépression est de famille, Annie. Mon père en souffrait. J'en ai souffert la majeure partie de ma vie. Quand tu as été diagnostiqué, je me suis senti responsable. Tu ne me l'as jamais dit, dis-je, des morceaux de mon enfance se réarrangeant sous cette nouvelle lumière, les jours que mon père passait au lit avec des migraines, les sautes d'humeur, les périodes de retrait. Les hommes de ma génération n'étaient pas censés parler de ces choses, a-t-il dit simplement. On nous a appris à persévérer, à ne jamais montrer de faiblesse. Quand tu as craqué, ta mère m'a blâmé, a dit que mes tendances mélancoliques t'avaient empoisonné d'une manière ou d'une autre. C'est ridicule, ai-je protesté. La dépression n'est pas contagieuse. Non, mais elle peut être héréditaire. Il a croisé mon regard directement. J'aurais dû te prévenir, te préparer. Au lieu de ça, je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi, tout comme mon père l'a fait avec moi. L'aveu flottait entre nous, fragile et profond. Pas tout à fait une guérison, mais peut-être le début de la compréhension. Il n'est pas trop tard, dis-je finalement, pour briser ce schéma. Il a hoché la tête lentement, pensivement. Non. Je suppose que non. Alors que la salle de réception apparaissait, remplie de lumière et de musique, mon père m'a offert son bras. Ensemble, nous sommes retournés à la célébration, deux personnes imparfaites faisant un petit pas vers la réconciliation. La réception battait son plein quand nous sommes entrés. Des lustres en cristal jetaient une lueur chaude sur des tables élégamment dressées. Un groupe de musique jouait doucement depuis une scène dans un coin, tout était parfait, comme Lisa l'avait sans aucun doute planifié pendant des mois. Ma table assignée était près du fond, peuplée principalement de parents éloignés de James qui me regardaient avec une curiosité polie mais sans me reconnaître. Mon père avait été placé ailleurs avec ma mère et mes tantes, mais il m'a serré l'épaule de manière rassurante avant de partir. J'ai regardé les festivités se dérouler comme une pièce de théâtre dont je ne faisais plus partie, la première danse, la coupe du gâteau, les toasts obligatoires du témoin et de la demoiselle d'honneur. Pendant tout ce temps, Lily n'arrêtait pas de croiser mon regard depuis la table d'honneur, son expression un mélange d'anticipation nerveuse et de détermination. Alors que les assiettes du dîner étaient débarrassées, James s'est approché du micro, une coupe de champagne à la main. Le discours traditionnel du marié, ai-je supposé, me réinstallant dans ma chaise. Mais après avoir remercié les invités d'être venus, James a dévié du script. Avant d'ouvrir la piste de danse, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait dire quelques mots. Il a fait un geste vers Lily, qui s'est levée timidement. Ma sœur a quelque chose de spécial à partager avec nous ce soir. La salle s'est calmée tandis que Lily prenait le micro, ses mains visiblement tremblantes. Elle avait l'air différente ce soir, plus forte, plus présente, ses yeux clairs et concentrés. Elle portait une simple robe de demoiselle d'honneur bleue mais semblait se détacher du reste du cortège nuptial. « Salut tout le monde », commença-t-elle doucement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lily, la petite sœur de James. Un murmure de rires indulgents a parcouru la foule. La sœur timide, la pensée après coup, autorisée à un moment sous les projecteurs avant que les vraies festivités ne continuent. La plupart d'entre vous s'attendent à un toast mignon sur le fait de grandir avec James ou à des histoires embarrassantes sur lui adolescent, a poursuivi Lily. Mais je veux parler d'autre chose ce soir. De quelqu'un d'autre. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce, et mon estomac s'est noué. Pas encore. Pas ici, entouré de centaines d'invités. J'ai fait un minuscule signe de tête négatif, mais la résolution de Lily n'a pas faibli. Il y a 2 ans, j'ai essayé de mettre fin à mes jours, a-t-elle dit clairement. La salle est devenue complètement immobile. Les flûtes de champagne sont restées suspendues en l'air, les conversations chuchotées se sont tues. À la table d'honneur, le visage de Lisa a perdu toute couleur. J'avais 19 ans, j'étais perdu et convaincu que le monde serait meilleur sans moi, a poursuivi Lily. Après mon hospitalisation,
la plupart des gens ont disparu de ma vie. Ils ne savaient pas quoi dire ou comment se comporter avec moi. Je suis devenu un fantôme présente, mais pas vraiment vu. De l'autre côté de la pièce, je pouvais voir les parents de James et Lily figés d'horreur, leur façade de perfection familiale soigneusement construite s'effritant en temps réel. Mais une personne m'a vu, a dit Lily, sa voix gagnant en force. Une personne s'est présentée, semaine après semaine, quand personne d'autre ne le faisait. Une personne ne m'a pas traité comme si j'étais brisé, mais comme si je valais la peine qu'on se batte pour moi. Elle a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa robe. J'ai écrit ce poème pendant ma convalescence. Il s'appelle « La femme qui m'a appris à respirer à nouveau ». Sa voix, claire et stable, a rempli la salle silencieuse. Ils l'ont appelée marchandise endommagée, ceux qui ne l'ont jamais vue se battre. Ils ont chuchoté et brisé, perdu, instable, ceux qui n'ont jamais vu sa lumière. Elle est venue à moi dans l'obscurité quand les autres se sont détournés. Ses mains, bien que marquées par les batailles, assez fortes pour m'aider à rester. Elle connaissait le poids de la honte, le coup d'être vue comme moi. Pourtant, elle se tenait à mes côtés, un phare dans le désert. On dit que ceux qui sont vraiment brisés ne peuvent pas aider à rendre les choses entières. Mais je l'ai vu rassembler les morceaux les miens, les siens avec une âme douce. Alors appelez-la comme vous voudrez, vos mots ne signifient plus rien maintenant. Car j'ai vu son vrai moi s'élever, invaincu, même lorsqu'il est abattu. Des larmes coulaient librement sur le visage de Lily, mais sa voix n'a jamais faibli. Quand elle a terminé, elle m'a regardé directement. Anna Wilson m'a sauvé la vie, a-t-elle dit simplement. Pendant que tout le monde dans cette salle bavardait sur sa dépression, son divorce, sa douleur, elle me sauvait discrètement. Vous pensez tous qu'elle est abîmée? Moi, je la dis invaincue. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, à côté de Lily, James s'est levé et a levé son verre. À Anna, a-t-il dit fermement. Sans elle, je n'aurais peut-être pas ma sœur ici aujourd'hui. La première personne à le rejoindre fut mon père, se levant en tremblant de son siège. Puis Jacques, l'oncle avec qui j'avais parlé plus tôt. Un par un, les gens ont commencé à se lever, levant leurs verres, jusqu'à ce que presque toute la salle soit debout. Presque. Mais pas tous. Lisa est restée assise, des larmes de fureur plutôt que d'émotion coulant sur son visage. Ma mère et mes tantes sont restées fermement sur leurs chaises, les expressions crispées de désapprobation. Alors que les applaudissements remplissaient la salle, Lisa a brusquement repoussé sa chaise de la table et est sortie en trombe, sa robe blanche flottant derrière elle comme un nuage d'orage. Un murmure d'inquiétude a parcouru la foule alors que la mère de la mariée se précipitait après elle. Je suis restée assise, figée, incapable de traiter ce qui se passait. À travers la pièce, Lily m'a souri à travers ses larmes, triomphante et vulnérable à la fois. Le groupe, sentant le besoin de rediriger l'énergie émotionnelle de la salle, a entamé une chanson entraînante. James a chuchoté quelque chose à Lily, qui a hoché la tête et s'est dirigée vers moi à travers la foule. « Je sais que tu es probablement en colère », a-t-elle dit en m'atteignant, sa voix basse sous la musique. « Je ne suis pas en colère », dis-je sincèrement. « Je suis juste submergé. »« J'avais besoin de le faire », a insisté Lily. « Pour nous deux. Pour que les gens sachent la vérité. » « Tout le monde ne veut pas la vérité, Lily. »« Lisa s'en remettra », a-t-elle dit avec la confiance désinvolte de la jeunesse. « Et si elle ne s'en remet pas, c'est son problème, pas le nôtre. » La piste de danse se remplissait maintenant, le moment gênant passant alors que les invités retournaient avec empressement à la célébration. Lily m'a tendu la main. « Tu danses avec moi. » Pour une fois, je n'ai pas trop réfléchi, je ne me suis pas soucié des apparences ou du jugement ou de ce que les gens pourraient dire. J'ai pris sa main et l'ai suivie sur la piste de danse. Alors que nous bougions au rythme de la musique, entourés d'autres invités, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pas du bonheur, exactement, cela semblait un mot trop simple pour l'enchevêtrement complexe d'émotions que j'éprouvais, mais peut-être la paix. La paix d'être enfin vue, vraiment vue, par quelqu'un qui comptait. Lisa n'est jamais revenue à la réception. James a dansé avec sa mère à la place de la traditionnelle danse mère-fille. Le gâteau a été coupé sans la mariée. La fête a continué, comme le font les fêtes, s'adaptant à la nouvelle réalité. Et à travers tout cela, je suis resté, ne me cachant pas, ne me recroquevillant pas, ne m'excusant pas de prendre de la place. Pour la première fois en 3 ans, je suis resté immobile, entouré de la chaleur d'alliés inattendus, et je me suis permis d'être, tout simplement.
Le lendemain du mariage, j'ai fait ma valise lentement, faisant l'inventaire du week-end. Ça ne s'était pas passé comme prévu, rien ne se passait jamais comme prévu, en réalité, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement dans la façon dont les autres me voyaient, mais dans la façon dont je me voyais moi-même. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lily, « Petit déjeuner avant que tu partes ?» Café du hall d'Anvin. J'ai souri et répondu affirmativement. Un dernier au revoir avant les 4 heures de route pour rentrer chez moi, dans mon modeste appartement, mon travail au centre de plaidoyer, ma vie soigneusement reconstruite. Alors que je fermais ma valise, quelqu'un a frappé à ma porte. Lisa se tenait dans le couloir, toujours en pyjama, son visage sans maquillage et bouffi par les larmes. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, sa voix rauque. Sans un mot, je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle s'est perchée sur le bord du lit, les mains jointes fermement sur ses genoux. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit après un long silence. « Pour quelle partie ?» ai-je demandé, incapable d'empêcher le mordant dans ma voix. « Pour tout. » Elle a levé les yeux, son expression brute. « Pour la façon dont je t'ai traité ce week-end. Pour ne pas t'avoir défendu auprès de la famille. Pour avoir disparu quand tu avais le plus besoin de moi. » Je me suis assise à côté d'elle, en prenant soin de laisser un espace entre nous. Nous étions les meilleurs amis, autrefois. Je sais. Sa voix s'est brisée. J'avais peur, Anna. Quand tout est arrivé avec Tim, avec l'hôpital, je ne savais pas comment t'aider. Et puis c'est devenu plus facile de simplement suivre ce que tout le monde disait. Que j'étais folle, abîmée, un exemple à ne pas suivre. Lisa a grimacé. Je savais que ce n'était pas vrai, mais y faire face signifiait faire face à beaucoup de choses que je n'étais pas prête à affronter. Comme quoi? Elle a tourné nerveusement sa nouvelle bague de mariage. Comme le fait que ma relation n'est pas parfaite non plus. Que James m'a trompé l'année dernière, et que je lui ai pardonné sans le dire à personne parce que j'étais trop embarrassée, trop effrayée d'être plainte comme il te plaignait. L'aveu flottait entre nous, un fil fragile d'honnêteté reliant nos vies apparemment différentes. Je suis désolé d'avoir gâché ton mariage, dis-je finalement. Tu ne l'as pas fait, a-t-elle soupiré. Je l'ai fait toute seule, en sortant en trombe comme une enfant gâtée. James me parle à peine ce matin. Il finira par revenir, ai-je offert, surprise de constater que je le pensais. Le mariage est compliqué. Lisa a hoché la tête, essuyant une nouvelle larme. Je ne sais pas si nous pourrons un jour revenir à ce que nous étions avant. Toi et moi, je veux dire. Nous ne le pouvons pas, dis-je doucement. Trop de choses se sont passées. Mais peut-être que nous pouvons trouver une nouvelle voie. Elle a tendu la main vers la mienne timidement. Je l'ai laissé la prendre. Je suis désolé pour le bébé, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai jamais dit avant, et j'aurais dû. La simple reconnaissance de cette perte, celle que ma famille avait si soigneusement évité de mentionner, a brisé quelque chose en moi. Nous avons pleuré ensemble alors, pour tout ce qui avait été perdu, son jour de mariage parfait, mon plan de vie parfait, l'amitié que nous avions autrefois chérie. Quand Lily a de nouveau envoyé un texto, se demandant où j'étais, j'ai invité Lisa à nous rejoindre. Nous nous sommes assises toutes les trois dans le café de l'hôtel, un trio improbable trouvant un terrain d'entente dans l'imperfection. Le trajet de retour à la maison semblait différent d'une manière ou d'une autre. Les mêmes routes, la même voiture, mais une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai mis de la musique fort, chantant à tue-tête sans me soucier de qui pourrait me voir au feu de signalisation. Quand j'ai finalement déverrouillé la porte de mon appartement, j'ai été accueilli par l'espace familier que j'avais soigneusement construit après avoir tout perdu. Il était petit, mais à moi, rempli de livres, de plantes et de meubles d'occasion choisis pièce par pièce au fur et à mesure que je pouvais me les offrir. J'ai défait mes valises méthodiquement, rangeant vêtements et articles de toilette. Au fond de ma valise, j'ai trouvé un petit paquet emballé avec l'écriture de Lily, « Ouvre quand tu seras à la maison ». À l'intérieur se trouvait une petite aquarelle d'un phénix, des rouges et des ors vibrants sur un fond sombre. La note disait simplement « Invaincu ». Je l'ai immédiatement accroché au mur au-dessus de mon bureau, puis j'ai remarqué la boîte que j'avais poussée au fond de mon placard il y a des mois, le dernier vestige de mon ancienne vie. Des albums photos, des souvenirs de mariage, le petit body jaune que j'avais acheté quand nous avions commencé à essayer d'avoir un bébé. Pour la première fois, je l'ai sorti sans crainte. Les photos de mariage piquaient encore, mais différemment maintenant, comme une vieille blessure qui tiraille avant la pluie plutôt qu'une blessure fraîche. J'ai tracé les visages d'amis qui avaient disparu de ma vie,
le lieu pour lequel nous avions économisé pendant des mois, la robe dans laquelle je m'étais sentie belle. J'ai tourné les pages lentement jusqu'à ce que j'atteigne la petite enveloppe contenant l'échographie du bébé que j'avais perdu, juste une petite tache, vraiment, à peine reconnaissable comme humaine. Je ne m'étais jamais permis de faire mon deuil complètement, trop prise dans la spirale de tout perdre en même temps. Je suis désolé, ai-je murmuré à l'image. Je t'aurais tellement aimé. Les larmes sont venues alors, pas les sanglots désespérés d'avant, mais une libération plus douce. Des larmes pures. Des larmes guérisseuses. J'ai pleuré non seulement pour le bébé, mais pour le mariage qui avait échoué, la carrière qui avait déraillé, la famille qui s'était détournée quand j'en avais le plus besoin. Et quand les larmes se sont enfin arrêtées, j'ai soigneusement replacé l'échographie dans son enveloppe, mis l'album photo sur mon étagère au lieu de le cacher dans une boîte, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une nouvelle notification d'email a attiré mon attention, de Lily. Sujet, il faut que tu vois Cécélia. Son art avait été accepté pour une exposition d'étudiants à la RISD. La pièce jointe la montrait fièrement à côté d'une série de peintures abstraites, y compris une version plus grande du phénix qu'elle m'avait donnée. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, avait-elle écrit. Tu es la première personne à qui j'ai voulu le dire. J'ai répondu immédiatement, pleine d'éloges et de fierté. Au moment où j'ai cliqué sur envoyer, une notification a sonné sur mon téléphone, un rappel pour mon rendez-vous de thérapie de demain. Pour la première fois, je me suis surprise à l'attendre avec impatience, désireuse de raconter à la docteure Matthews le week-end, le discours de Lily, les petits pas vers la réconciliation avec ma famille. Le lendemain après-midi, après ma séance, je me suis arrêté au centre communautaire où j'avais commencé à faire du bénévolat récemment. La directrice m'avait demandé si j'envisagerais d'animer un groupe de soutien pour les femmes traversant un divorce et des transitions de vie. Je ne suis pas thérapeute, avais-je protesté lorsqu'elle l'avait suggéré pour la première fois. Non, avait-elle convenu. Vous êtes quelque chose de tout aussi précieux, quelqu'un qui a traversé ça et qui s'en est sorti. Alors que je discutais des détails avec elle, un homme est entré dans le bureau en portant une pile de prospectus grands, avec des yeux bienveillants et un sourire timide. Désolé de vous interrompre, a-t-il dit. Je dépose juste les annonces pour la collecte de fonds de la semaine prochaine. Merci, Marc, a dit la directrice. Avez-vous rencontré Anna? Elle lance un nouveau groupe de soutien ici. Nous nous sommes serrés la main, sa poignée chaude et ferme. Groupe de soutien pour les femmes traversant des transitions de vie majeures, ai-je expliqué, me surprenant par ma confiance. Divorce, changement de carrière, changement d'identité. Ça semble vraiment précieux, a dit Marc, son intérêt paraissant sincère. Ma sœur aurait eu besoin de quelque chose comme ça l'année dernière quand son mariage s'est terminé. Elle est la bienvenue, ai-je offert. La première réunion est jeudi prochain. Après son départ, la directrice a haussé un sourcil en me regardant. Il est célibataire, vous savez. Il fait du bénévolat pour le programme d'alphabétisation le samedi. Je ne suis pas prête pour ça, dis-je automatiquement, puis je me suis arrêté. Mais peut-être un jour. Les mots semblaient vrais d'une manière qu'ils ne l'avaient pas été auparavant, pas un espoir désespéré ou une platitude vide, mais une possibilité réelle. Ce soir-là, mon père a appelé, notre première vraie conversation depuis des années. C'était gênant, hésitant, nous naviguions tous les deux en territoire inconnu. Mais quand il a suggéré de prendre un café la semaine suivante, j'ai accepté sans hésitation. Un pas à la fois, a-t-il dit avant de raccrocher, faisant écho à la phrase préférée de ma thérapeute. Plus tard, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fixé le document vierge que j'avais créé des semaines auparavant mais que je n'avais jamais eu le courage de remplir. Mon histoire, lisait le titre, en gras et simple. J'ai commencé à taper. Pas sur Tim ou le divorce ou la fausse couche. Pas encore. Ces chapitres viendraient. À la place, j'ai écrit sur Lily, sur le fait de trouver la force dans des endroits inattendus, sur la façon dont nous nous sauvons parfois en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Quand j'ai terminé, j'ai relu une fois, fait quelques petites modifications et, sur un coup de tête, je l'ai soumis à un magazine en ligne qui publiait des essais personnels. N'attendant rien, juste en faisant un pas de plus pour récupérer ma voix. 3 semaines plus tard, un email est arrivé. Il voulait le publier. Le matin où mon essai a été mis en ligne, je me suis assise en rafraîchissant nerveusement la page, regardant les commentaires commencer à apparaître. La plupart étaient encourageants, certains partageaient des expériences similaires, quelques-uns offraient des critiques, mais un s'est démarqué,
d'un nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas, merci de m'avoir fait me sentir moins seul. Je pensais que j'étais la seule. J'ai fermé mon ordinateur portable, les larmes me piquant les yeux. Dehors, le soleil de printemps filtrait à travers mes rideaux. J'ai attrapé mes clés et me suis dirigé vers la porte. Le marché des fermiers serait ouvert, et soudain j'avais envie de fleurs fraîches pour ma table, de pain frais pour mon dîner. Sur le trottoir, j'ai incliné mon visage vers le soleil et j'ai pris une profonde inspiration. Pas guérie, en guérison. Pas parfaite, vivante. Pas intacte, mais invaincue. Pour la première fois en 3 ans, cela semblait plus que suffisant. Qu'est-ce que vous seriez prêt à révéler sur vous-même pour aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul? Parfois, nos chapitres les plus douloureux deviennent la bouée de sauvetage d'une autre personne. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager vos pensées dans les commentaires. Votre histoire compte.